Donc, en effet, le titre, c'est « Comment est-il possible de se projeter à l'international dans un monde plein d'incertitudes ?» Ça peut apparaître un petit peu paradoxal, effectivement, de faire de la stratégie. Je suis désolé, j'entends un petit bruit de micro. Ouais, merci. Ça peut apparaître un petit peu paradoxal, effectivement, de faire de la stratégie dès lors qu'il y a un certain nombre d'incertitudes. Et c'est les questions auxquelles on va essayer de répondre durant cette demi-heure. Ce que je vous propose en termes de sommaire, c'est très rapidement de me présenter. En liminaire, pour bien comprendre le propos et pour poser le débat, quelques rappels stratégiques, quelques rappels sur la mondialisation, la méthode que je vous propose. Ensuite, de répondre aux questions. Comment est-il possible de se projeter à l'international dans un monde plein d'incertitudes, mais des certitudes aussi, et donc comment arbitrer? Quelle démarche mobiliser pour agir? Dans quel délai? Quel calendrier? Est-il préférable d'avoir des stratégies défensives ou offensives? C'est des différentes questions qu'on va essayer de traiter et que je partagerai avec vous donc, durant ce webinaire. Pour me présenter rapidement, donc moi je fais du conseil en stratégie internationale à travers mon cabinet qui s'appelle Management Europe. Je n'ai pas commencé par le conseil, j'ai commencé ma carrière par une expérience opérationnelle à différentes fonctions de management pendant 15 ans. Et depuis 10 ans, je fais du conseil en stratégie, en business développement international auprès de PME, ETI européennes et américaines. Mon cocktail favori pour les stratégies de croissance et de rebond, c'est un mélange de health tech, de santé technologique, digitale, internationale. Et puis effectivement, j'aime bien un regard un petit peu contrariant sur les choses et une relation de confiance avec les clients. Voilà. Et puis dans le cadre de l'écosystème international, je suis membre je suis membre au bord du think tank La Fabrique de l'exportation et administrateur de l'OSCI. J'ai également été animateur d'un club Stratexio Médicène pendant 2 années. Je suis également habilité par Stratexio. Tout d'abord, donc la stratégie, qu'est-ce que c'est? Finalement, la stratégie, c'est un chemin pour arriver. En fait, votre entreprise est là aujourd'hui. Il y a la vision du dirigeant. Et la stratégie, c'est d'écrire un chemin pour arriver à l'entreprise demain. En y allouant des ressources, en fait. Donc, en stratégie, les ressources, c'est des ressources humaines et financières. Et pour y arriver, eh bien, il y a finalement un modèle, ce qu'on appelle d'exploitation. C'est ce qui, en tous les cas, jusqu'à la crise, était ce qu'on appelle le business principal, le core business, à travers des DAS, des domaines d'activité stratégique. Donc, en l'occurrence, là, c'est des exemples, mais imaginons que vous avez un premier DAS pour une offre liée à l'aéronautique, un deuxième DAS, domaine d'activité stratégique, pour une offre adaptée à l'automobile, un troisième DAS pour une offre électronique, et puis votre R&D, l'innovation, travaillait sur un DAS numéro 4, qui était par exemple des dispositifs médicaux dans la santé avec une maîtrise en plasturgie. Voilà. Donc, l'idée, c'est de l'arbitrage, en fait, à un moment donné, entre l'exploitation et l'exploration, fait que ça permet de transformer l'entreprise avec la vision du dirigeant en disant je veux être leader en Europe, leader mondial sur une offre très verticale sur plusieurs DAS. Eh bien, fait que c'est la stratégie de l'entreprise. Pour vous donner une idée de quelques DAS pour alimenter la réflexion, c'est ce qu'on voit à l'écran, c'est durant la crise du Covid, par zone géographique, donc qui sont indiquées ici, Amérique du Nord, Inde, Europe, etc., les applications qui ont été le plus utilisées. Donc, vraiment celles où il y a eu une explosion de l'utilisation, en fait, en termes d'utilisateurs et de download des applications, donc sans trop de surprise, tout ce qui est lié à la santé, mais également les Zooms, etc., ce qu'on utilise aujourd'hui,
tout ce qui est shopping online, etc. C'est des choses qui ont explosé. On voit ce qui est intéressant dans les pays d'Asie du Sud-Est, une augmentation en fait, d'applications dans la santé, mais peu d'utilisateurs actifs jusqu'alors. Donc, c'est des marchés émergents. Et puis, ce qui a diminué, encore une fois, c'était pendant la crise, hein, donc ça ne préjuge pas de l'avenir, mais ça donne des indications de DAS. Et aujourd'hui, j'allais dire par rapport à la réflexion, ces nouveaux éléments, ces nouveaux paradigmes sont à prendre en considération. Toujours le rappel d'une démarche stratégique. Donc, en fait, il faut le lire sous trois axes: la stratégie corporate, la stratégie business et les mouvements stratégiques. Définissez un portefeuille d'activités. Par exemple, je suis un acteur, éditeur de logiciels sur tel domaine. J'y alloue les ressources financières et people. Ça me permet de me positionner sur différents domaines d'activité stratégiques qu'on a vus préalablement. Là-dessus, en fonction des DAS et à la lumière des nouveaux paramètres, je décide soit de les développer, soit de me désengager. Et en fait, à la fois, le développement peut être sous forme de croissance interne, de croissance externe, de partenariats, des alliances ou des cessions. Et en fait, très souvent, la stratégie, on a tendance à voir, enfin, en tous les cas, les collaborateurs ont tendance à se focaliser sur les mouvements stratégiques, mais il faut bien voir que ça prend sa source bien en amont sur la réflexion de quel portefeuille d'activité, quelles ressources je vais allouer, et l'amplitude des mouvements dépend effectivement des situations auxquelles on va être confronté. Je me permets de rappeler ces fondamentaux stratégiques, on les a à l'esprit ou pas, mais c'est le principe de base en stratégie, c'est de savoir réagencer ses DAS, ses portefeuilles d'activité, et y allouer les bonnes ressources en fonction des situations. La plus grande erreur en stratégie, c'est de croire que les paramètres sont statiques, alors que par essence, la stratégie, ça s'inscrit dans une logique dynamique. Donc, la démarche que je vous propose, c'est de regarder en fait les freins, les incertitudes liées à la crise. Donc, on va en lister quelques-uns. Bien entendu, je n'ai pas vocation à les lister de manière exhaustive, mais ça donne une grille de lecture. Par rapport à ça, quelles sont les certitudes aussi? Parce que tout n'est pas qu'incertitude. Et de fait, si on déduit les incertitudes aux certitudes, il reste en fait des incertitudes résiduelles. Par rapport à ça, ça peut projeter des nouveaux DAS, des nouveaux domaines d'activité stratégique, des nouvelles géographies, etc. Et donc, de prendre des décisions pour avoir une esquisse stratégique, une esquisse stratégique qui s'inscrit, j'allais dire, dans le plutôt court terme, ce qu'on pourrait appeler la stratégie de crise, mais d'ores et déjà aussi de l'inscrire dans une logique aussi qui intègre le moyen terme. Donc voilà comment comment la démarche que je vous propose durant le webinaire va être réalisée. Quelques réflexions liées à la stratégie en temps de crise. Alors, la stratégie d'entreprise de crise, elle est s'inspirée de la stratégie militaire. Et c'est important de le rappeler parce que, par essence, les incertitudes et les défis sont importants. Il y a un contexte d'urgence également. Les paramètres sont dynamiques, comme je l'ai pu dire. Ce qui est important également dans les états-majors, lorsqu'on voit lors des batailles importantes, c'est d'être réaliste. Il ne faut pas être dans le déni. Il ne faut pas non plus être dans un optimisme béat d'un nouveau monde rêvé. Une des qualités, c'est d'être réellement réaliste. Je rappelle quelques éléments aussi que le général Desportes, à l'occasion de la crise, a communiqué. Alors pour rappel, c'est l'ex-directeur de l'école de guerre et professeur de stratégie à HEC Paris. Donc, c'est des points qu'il a rappelés dernièrement. Il dit, voilà, il s'agit de prendre des décisions pour un monde nouveau et de ne pas se baser sur des paramètres de l'ancien monde. Parce que, encore une fois, les paramètres sont dynamiques, mais encore faut-il
qu'on s'adresse aux bons paramètres. Il n'y a pas une seule vérité, mais des vérités partielles qui sont temporaires, forcément. Les choses changent, on l'a vu ces dernières semaines, et relatives. Elles sont, on les voit, ces vérités, à travers son prisme d'occidental, français, ou en tous les cas avec notre culture. Et donc, on a forcément un prisme, voilà, c'est relatif. Les sciences sont également partiellement utiles, elles ne répondent pas à tout et on le voit, il faut rester humble par rapport à la situation, notamment sanitaire, mais de manière plus générale, les sciences sont utiles, mais elles ne répondent pas à tout. Ça fait appel à d'autres qualités comme l'intuition et la conviction. On le reverra en conclusion. En France, le principe de précaution est constitutionnel. Aujourd'hui, c'est le principe d'audace dont on aurait besoin en complément ou en substitution, c'est un débat. Mais en tous les cas, c'est un point qui est important dans ce contexte de crise. Il invite également à rester modeste. Il n'y a pas forcément des bonnes décisions, mais il y a les moins mauvaises décisions. Douter, ça c'est important, effectivement, mais pas hésiter une fois que la décision est prise et savoir réadapter la décision en fonction des circonstances, esquisser un nouveau plan stratégique. Et si je le cite également, ce qui dit que la boîte de vitesse stratégique ne dispose pas de marche arrière. Une fois qu'on est parti sur une décision en fait, de crise, eh bien, c'est important effectivement d'assumer cette décision. Voilà, c'est le dernier slide en rapport liminaire, mais ça me paraissait important. En clin d'œil, je remets juste en fait les plans de la bataille d'Austerlitz qui a eu lieu le 2 décembre. Donc là, c'est les troupes françaises, et là, c'est les troupes du tsar disposées donc la veille au soir. Donc les Français sont en sous-nombre. Les Austro-Russes, en fait, pensent faire un choc frontal dessus, situation de crise, c'est leur analyse. Et là, c'est la situation le lendemain 2 décembre à 14 h, où finalement les troupes austro-russes vont aller se noyer dans les lacs gelés sur une guerre de mouvement. Enfin, on ne va pas refaire un cours de stratégie militaire sur cette bataille, mais c'est quand même un modèle du genre sur de la stratégie de crise réagencée encore la veille au soir pour le tout dans l'urgence et voilà, avec une forte incertitude. Et donc, c'est des parallèles qui sont intéressants dans le cadre de notre réflexion liée quelle stratégie mettre en œuvre par rapport lorsque les incertitudes sont fortes. Sur la globalisation, donc les 4 moteurs de la globalisation étaient, depuis les années 90, le développement du libre-échange, le développement des moyens de transport et de communication, l'homogénéisation de la demande mondiale. On se rend bien compte que, par exemple, sur des devices comme les iPhones, comme les smartphones, ou voire même la mode, il y a, il y a une forme d'homogénéisation mondiale. Et l'accroissement des économies d'échelle, c'est ce qui a guidé un petit peu l'internationalisation des grosses chaînes de valeur. Voilà, donc on peut distinguer dans cette globalisation ou cette mondialisation 2 types de secteurs, des secteurs dits globaux, où l'avantage concurrentiel est au niveau mondial, il y a une primauté aux économies d'échelle, par exemple l'aéronautique, et du secteur multidomestique, où l'avantage concurrentiel est plutôt pays par pays, il y a une primauté à l'adaptation locale, par exemple la grande distribution. Et donc, dans les questionnements qu'on peut avoir légitimement aujourd'hui, c'est quid du développement du libre-échange. Vous lisez la presse comme moi, en tous les cas, ça questionne. Quid du développement des moyens de transport et de communication, les flux de personnes et de marchandises. On voit que là, depuis le mois de mars, on est largement empêché de se déplacer et de déplacer des marchandises. Et quid également de l'accroissement des économies d'échelle, en tous les cas sur certaines filières, comme dans la santé, comme dans la pharmacie. Il y a des questionnements très importants qui se posent et dans d'autres secteurs. Voilà. Donc, d'un point de vue liminaire, ça me paraissait important de rappeler tout ça.
pour bien poser notre débat. Alors, quelles sont les incertitudes? Elles sont nombreuses. Il y a des incertitudes d'un point de vue externe, d'ailleurs. La persistance du monde de flux de personnes et de marchandises en situation post-Covid. La fin de la crise sanitaire et les contraintes de déplacement sécuritaire, combien de temps ça va durer? Est-ce que ça va persister? La profondeur de la crise économique qui est devant nous. Et je pense qu'on n'a encore rien vu, quoi. Donc, en effet, et il n'y a pas qu'en France, quoi, de manière générale, l'état des opinions dans le monde, qu'est-ce qu'elles vont être capables d'accepter et de ne plus accepter, les impacts géopolitiques, on le voit dans le dialogue américano-chinois avec l'Europe aujourd'hui qui ne s'est pas trop encore positionnée, mais on sent qu'il y a en tous les cas des dessins un petit peu différents de la partie géopolitique. Ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, et comme vous, j'imagine, alors la désinisation, en fait, enfin voilà, pour le fait de se désengager de la Chine, dans tous les cas, sur certaines filières. Jeremy Rifkin l'avait très très bien annoncé il y a quelques années. Il parlait de remplacer la globalisation par la glocalisation, c'est-à-dire en réalité, non plus je ne le pense pas que ça va être la fin de la mondialisation, mais par contre probablement des initiatives plus locales. Donc voilà, donc c'est un débat qui est ouvert, mais en tous les cas, il y a des incertitudes liées à ça. Ce qu'on a pu lire aussi, c'est la désinternationalisation des processus de production, en tous les cas de certains, qui peuvent apparaître complexes et liés effectivement à l'état des opinions. Est-ce que les opinions accepteront de faire venir une petite pièce du bout du monde avec un bilan carboné excessivement élevé? En tous les cas, c'est une incertitude. On peut avoir un avis, mais c'est au-delà de l'avis, c'est surtout l'incertitude qui nous importe dans le cadre du webinaire. Concernant la partie interne, les questions qui peuvent se poser, comment vont se comporter nos clients, les anciens mais aussi les nouveaux? Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux entrants sur mon marché, des nouveaux acteurs qui vont venir sur des domaines d'activité stratégiques sur lequel j'étais? Donc, c'est des nouveaux concurrents qui seront peut-être plus habiles, plus agiles, avec notamment la digitalisation. C'est des choses à surveiller. Un sujet aussi de valorisation des entreprises, on le voit, même si des fois ce n'est pas toujours corrélé, mais les valeurs des entreprises en bourse ont perdu beaucoup, même celles qui ne sont pas cotées sur les négociations de gré à gré. En tous les cas, enfin, je vous invite à écouter ce sur quoi communiquent les différentes banques d'affaires. Il y a une décote, sauf sur certains secteurs, mais il y a une décote, en tous les cas pour le moment, de valorisation des entreprises. Et donc, ça obère ou ça crée des opportunités aussi pour des consolidations. Les chaînes de valeur trop internationalisées ou trop carbonées, trop orientées profit court terme, donc ça c'est ce dont on parlait. Le maintien ou la fermeture de filiales dans certaines zones, notamment le grand export, c'est des questionnements que mes clients ont. Notamment pour des filiales en Chine, par exemple. Et le cash flow, bien entendu, la trésor. Donc, les États, en tous les cas en Europe, ont mis sous cloche pendant un temps, mais en effet, si ça dure trop longtemps, ça va obérer aller à l'international. C'est des opérations qui sont coûteuses, ça risque d'obérer certains éléments. Donc tout ça, c'est des incertitudes qui sont nombreuses. Bien entendu, ce n'est pas exhaustif. Ces questions-là, vous ne les connaissez que trop bien, mais c'est important de les poser dans le cadre d'une réflexion stratégique. Alors pour autant, sommes-nous condamnés à être des lapins pris dans les phares de la voiture et de ne rien faire, en fait, d'attendre d'y voir plus clair? Alors, comme je le proposais en introduction, pour déduire de ces incertitudes, un certain nombre de certitudes, je vous propose d'en lister quelques-unes.
Alors, au niveau externe, en termes de certitude, il y a déjà la géographie. La géographie européenne, typiquement, les frontières de nos voisins allemands, italiens, espagnols, même dans un monde de flux ralenti, il est toujours possible et il sera toujours possible prochainement de transporter de la marchandise par voie terrestre, voire d'assurer un rendez-vous à Berlin ou Munich ou Rome en prenant sa voiture. Ce n'est pas idéal, mais ça n'a rien à voir entre le fait de ne pas pouvoir prendre un vol pour aller à Séoul ou Pékin. La dimension également interculturelle. Il y a certains pays avec lesquels la proximité interculturelle est plus proche, et ça reste des certitudes. Ce n'est pas des choses qui vont changer à l'issue de la crise. Également l'histoire commune entre certains pays, et tout ça nous invite, c'est une tendance qu'on peut constater, qu'on peut lire également, de voir l'Europe finalement comme un marché domestique. On se rend bien compte que la relance, elle va passer, en tous les cas, pas forcément pays par pays, mais à l'échelle d'une région. Et donc, peut-être de ne pas voir l'Europe comme finalement des zones export, mais comme un gros marché domestique, en essayant finalement de s'appuyer sur des points communs liés à l'histoire, à l'interculturel. Il y aura également des prédations. Ça commence déjà, des prédations, donc des entreprises qui vont être soit en liquidation, soit en tous les cas très fragilisées et être effectivement l'objet d'acquisitions alors plus ou moins hostiles, mais c'est certain qu'il va y en avoir. Donc, l'idée, c'est de ne pas être une proie et de pouvoir donc définir les bonnes stratégies pour le faire. Les besoins primaires et multidomestiques, on l'a vu d'ailleurs notamment pendant la crise, les besoins alimentaires, voilà, tout ce qui est multidomestique, c'est des choses qui vont peu changer. L'accélération de la digitalisation, alors c'est le cas aujourd'hui, hein, on fait un webinaire et on a fait beaucoup de réunions à distance. Est-ce que ça va persister avec la même intensité? Ça, j'en sais rien. Je ne l'espère pas parce qu'effectivement, on perd, je trouve, le dernier mètre relationnel, si on peut dire comme ça. C'est-à-dire qu'on peut digitaliser beaucoup de choses, mais en tous les cas, dans des relations de confiance, le dernier mètre relationnel, il est plus intuitif, il est plus physique, mais en tous les cas, il y aura une persistance de ceci, et donc ça génère des nouvelles opportunités en termes de certitude. Au niveau de l'interne, donc de votre entreprise, ce qui ne va pas changer, c'est tout ce qui est brevet, propriété intellectuelle, les équipes, le savoir-faire, les réseaux et la confiance par opposition à la digitalisation, ce qu'on évoquait. Il y a des choses qui ont été bâties sur les années, sur la durée. L'expérience globale, 2/3 des innovations sont basées sur l'expérience. Donc, toutes les forces, et bien entendu, ça n'a pas vocation à être exhaustif parce que par essence, c'est l'unicité, la rareté de chaque entreprise, mais ça n'a pas disparu, ces forces internes pendant la crise. Et donc, ça fait partie des certitudes. Également, en termes de certitudes, des probables filières stratégiques. Donc, il y a eu les annonces du président Macron, de la chancelière Merkel il y a quelques jours, hein, au niveau européen, mais on peut dire voilà, que tout ce qui est en tous les cas stratégique, ce qui est santé, agro, agri, comme IT, numérique, digital, et puis l'armement, ça l'était déjà, grande chance de rester de probables filières stratégiques. En fait. Pendant le confinement, chez Management Europe, j'ai interrogé 2 à 3 clients par semaine. On est sur une grosse vingtaine d'entretiens pour le moment. Et je m'aperçois qu'en fait, les clients qui ont été les plus résilients, qui n'ont presque pas été touchés pendant la crise, voire qui ont accéléré, c'est ceux qui avaient une stratégie et des business models solides, pré-crise,
donc qui avait déjà réfléchi en tous les cas à l'ensemble des éléments qu'on a vus en liminaire, et qui faisait plus de 50% du chiffre d'affaires à l'international, donc qui était relativement bien internationalisé. Donc, c'est des points qui sont intéressants dans le cadre de notre discussion, et notamment dans le cadre du contexte Stratexio, puisque c'est finalement une bonne stratégie et une internationalisation, en tous les cas, avec nos clients, alors encore une fois, qui sont dans les filières peut-être les moins touchées, puisque c'est souvent, comme je le disais en préalable, des clients qui sont dans la santé digitale, mais pour autant, c'est des modèles relativement, même très résilients en fait, pendant la crise. Donc, incertitude, certitude, complexité d'un monde VUCA, volatile, incertain. C'est des séminaires qu'Arnaud Laurent a animés. Comment avancer? Alors, comment avancer? On a pu voir pendant la crise des nouveaux entrants dans le secteur de la santé. Par exemple, Dyson, vous savez, les lave-mains, qui en 10 jours a sorti un respirateur. En impression 3D, un certain nombre d'acteurs qui se sont emparés avec des imprimantes 3D dans les hôpitaux de dispositifs médicaux, en tous les cas d'éléments de dispositifs médicaux qui sont arrivés en fait très rapidement, de manière complètement incroyable. Le masque Decathlon de plongée, donc des nouveaux acteurs qui se sont emparés très rapidement du secteur de la santé. Tout ce qui est e-learning, des acteurs qui ont mis à disposition des simulateurs 3D pour former les professionnels de santé au Covid. Mais plus atypique, Playmobil qui a sorti un masque, Michelin également qui a sorti son masque. Donc, c'est vraiment des nouveaux domaines d'activité stratégiques. C'est un masque tunisien également qui est sorti. Donc, voilà, enfin, les exemples sont nombreux d'acteurs qui ont bougé très rapidement sur des nouveaux domaines d'activité stratégiques dans une logique d'incertitude forte, voilà, qui se sont saisis opportunément de la situation de crise pour opérer des mouvements stratégiques et allouer des ressources. Également, une poignée auto-nettoyante, c'est des étudiants au Conguet qui ont créé ça. Donc, dans l'ameublement, c'est sous forme d'ultraviolet. Donc, l'idée, c'est un peu de renaître globalement. Alors, ça génère un certain nombre de questionnements. Donc, je ne vais pas les parcourir entièrement ici. C'est issu du groupe de travail Solex, donc, qui est l'ensemble de la Team France Export et de la fabrique de l'exportation. Mais l'idée de renaître globalement, c'est se poser des questions liées à vos marchés, liées à l'animation de votre présence commerciale, liées à la transformation de votre entreprise, de son offre, de son modèle économique. Donc, j'enverrai les slides seront mis à votre disposition. Vous verrez, il y a aussi un thésaurus lié au commerce international que la fabrique de l'exportation met à jour chaque semaine, qui est une source de documentation très importante, qui est là aussi pour alimenter la réflexion, pour renaître globalement et pouvoir finalement prendre des décisions par rapport au mouvement stratégique à opérer. Alors, comme on l'a vu, les crises sont porteuses d'opportunités. Quelle approche? Alors, en termes d'approche, j'allais dire la première, et ça rejoint ce que disait le général Desportes, c'est le bon sens et la convocation de l'histoire et des fondamentaux stratégiques. Le réalisme, on l'a déjà dit, ne pas rêver ni fantasmer des situations passées et futures, objectiver des décisions pour redéployer ses ressources de manière objective. Les changements induits seront d'ampleur, c'est indéniable. Les épidémies passées nous apprennent beaucoup, en tous les cas les crises passées nous apprennent beaucoup. L'Europe
s'est fortement modernisé à l'issue des crises de peste au Moyen-Âge par manque de moyens humains, et pour cause, elle avait perdu 50% de sa population, elle s'est mécanisée. Il faut savoir qu'à l'issue des différentes crises des 2 guerres mondiales, la moitié des indices du Dow Jones américain sont des entreprises qui ont été créées à l'issue de ces crises. On a, juste après la Première Guerre mondiale, Citroën, Bentley, BMW qui ont été créés. Enfin, voilà, le Apple, Microsoft ont été créés juste au moment des crises pétrolières dans les années 70, milieu des années 70. Des exemples comme ça, il y en a des tonnes des entreprises très résilientes et qui sont devenues des multinationales qui ont été créées ou qui ont opéré des mouvements importants pendant les crises. Ça a été théorisé par un économiste autrichien, Schumpeter, qui a parlé de destruction créatrice et de substitution. Alors, on voit le cycle de Schumpeter de l'innovation à partir du XVIIIe siècle. Donc, les vagues d'innovation, de destruction créatrice s'accélèrent au fil du temps. Donc, je veux dire, si on parle de celle du 19e siècle, la machine à vapeur, les chemins de fer, l'acier, qui ont peu à peu remplacé les chevaux. La deuxième vague, à partir du début du 20e, l'électricité, la chimie, le moteur à explosion. La quatrième vague, à partir des années 50, la pétrochimie, l'électronique, l'aviation. Les années 90, la dernière vague, donc, qui a duré moins longtemps, une trentaine d'années par rapport à la première vague qui durait une soixantaine d'années. Donc, tout ce qui est informatique, Internet, télécom. Donc, on peut considérer que cette vague, avec cette crise, c'est un cycle qui prend fin. Et donc, forcément, ça invite à se repositionner sur des nouveaux domaines d'activité stratégiques parce qu'on est sur un nouveau cycle de substitution. Alors, l'approche sociétale occidentale par rapport à l'Europe qu'on évoquait en termes de marché domestique, on voit que effectivement la taille du marché a une logique importante. C'est une approche de bon sens, me semble-t-il. Les enjeux aussi de confiance digitale, le dernier maître relationnel qui est important, et dans le cadre effectivement de grands exports, la logique de présentiel et de distanciel avec des acteurs locaux est importante, ces modes d'entrée. Alors, comment répondre à tout ça? La recommandation que j'aurais tendance à formuler, c'est de mettre en place un commando stratégique en complément de la gestion moyen terme de l'entreprise pour réfléchir et aider à changer. L'opportunité, c'est aussi que la crise, le sentiment d'urgence permet une gestion du changement plus rapide. On l'a vu avec notamment dans la santé, des discussions qui étaient très longues sur la télémédecine. Ça faisait 10 ans qu'on discutait, est-ce qu'il y a des décrets, etc. Et puis là, en 10 jours, finalement, toutes les objections ont été traitées et c'est passé. Donc, les crises sont aussi, d'une certaine manière, l'opportunité de mieux gérer la gestion du changement. Quelque chose qui était déjà fort pré-crise, mais que je vous invite à renforcer, c'est la collaboration client-fournisseur pour co-innover afin d'être au plus près du besoin du client. Savoir s'entourer également, donc à la fois en interne mais en externe. Ça fait appel à ce qu'on appelle la courbe d'expérience. Une fois que des personnes ont fait plusieurs fois ou connaissent tel ou tel secteur, ou connaissent telle ou telle approche, ou ont eu à gérer telle ou telle crise en termes de gestion du changement, eh bien forcément, on va aller plus vite, on va éviter certaines erreurs. La mise en place d'un réseautage stratégique, c'est valable à la fois pour l'innovation, mais aussi pour l'international. On a pu le voir en fait en situation pré-crise, lorsqu'on analyse
les facteurs clés de succès de ce qu'on a appelé les entreprises de Bank Global Company, donc les entreprises qui se sont internationalisées très rapidement, de type Facebook, de type tous les GAFAM, etc. Ils ont su rapidement mettre en place un réseau stratégique dans les différents pays dans lesquels ils souhaitaient aller. Sur la partie plus innovation stratégique, il y a plusieurs méthodes. Océan Bleu, les méthodes de Porter, Odyssée 3.14 de Laurence Lehmann-Ortega d'HEC. En tous les cas, il y a plusieurs méthodes structurées qui permettent rapidement de s'emparer de l'innovation. Et l'innovation, ce n'est pas que des innovations techniques de rupture, ou ça peut être des innovations qui sont incrémentales, mais ça peut être, je dirais, sur la même offre, de recomposer son modèle économique en s'associant avec un partenaire stratégique, également en changeant ses modes de revenus. Enfin, voilà, je vous invite réellement à vous intéresser à tout ce qui est innovation stratégique. C'est le moment de mettre en place ce type de séminaire et ce type d'approche dans les organisations pour stimuler justement l'innovation. Répartir son risque géographique. Donc l'Europe, naturellement, en termes de marché domestique, en tous les cas, à étudier. A priori, ne pas l'exclure. Peut-être que ça n'a pas de sens parce que c'est un marché qui est complètement saturé d'un point de vue concurrentiel, mais en tous les cas, c'est une erreur stratégique de ne pas le considérer et être capable de faire des boucles d'itération pour, effectivement, rapidement, comme le disait le général Desportes, être capable de réagencer à la lumière de paramètres, si ça ne fonctionne pas, de réagencer sa stratégie. C'est très pragmatique, mais ça a montré ses succès dans en stratégie militaire, mais aussi lorsqu'on regarde les stratégies des entreprises. Faire preuve de boucles d'itération le plus rapidement possible, et notamment lorsque le cash flow est tendu, ça fait partie des bonnes approches. Donc après le pourquoi, le comment, la prochaine question, c'est le quand. Alors, c'est une conviction. Je reste humble, mais c'est quand même une conviction. Moi, je pense qu'il faut cranter le plus rapidement possible. Il ne s'agit pas de gagner peut-être dans un premier temps une guerre, mais une guerre se gagne par des batailles. Et donc, de mon point de vue, je pense qu'il y aura une prime à la rapidité de mouvement. On l'a déjà vu pendant la crise. Certaines entreprises sont allées sur des DAS, des domaines d'activité stratégique complètement différents des leurs. Donc, voilà, je pense qu'il y aura une prime à la rapidité de mouvement. L'urgence est un contexte favorable à la gestion du changement. C'est ce dont on a parlé juste au préalable. Et puis, voilà, la métaphore, éviter à tout prix la situation stratégique d'eau à la falaise d'Étretat dans un an ou deux. Je vous dis ça parce que j'ai été appelé dans le passé sur des missions où finalement des décisions stratégiques n'avaient pas été prises préalablement. Et finalement, les dirigeants étaient dos à la falaise d'Étretat. Et quand on est à la place de la personne là, les options stratégiques, il n'y en a plus beaucoup en réalité. Voire, il n'y en a plus du tout. Et donc, il faut à tout prix éviter de vous retrouver dans cette situation. L'amplitude des mouvements, des ressources financières et RH qu'on évoquait en liminaire, c'est le b.a.-ba de la stratégie. Et donc, permet de penser que le fait de bouger rapidement, de gérer la crise, mais de gérer déjà le moyen terme et le redéploiement est quelque chose à cranter le plus rapidement possible. Donc la question, est-il nécessaire d'être offensif ou défensif? Ma conviction, c'est le moment d'être offensif. C'est le moment de prendre des risques. Il y a des moments où on peut discuter, sauf d'être dans des situations de rente, mais je pense qu'elles risquent d'être sérieusement attaquées, les situations de rente. C'est le moment d'être offensif. En conclusion, donc,
qui va dans le sens, c'est voilà, le principe d'audace que j'évoquais aussi en introduction, en complément au principe de précaution. C'est aussi un rendez-vous historique pour les Européens et les Occidentaux de renouer en fait avec effectivement notre histoire industrielle, de reprendre notre place aussi dans le commerce international. Et puis l'enjeu, j'allais dire, au niveau des entreprises, ça va être d'être dans un équilibre, des arbitrages entre le court terme et le moyen terme, et cette bonne gestion. Et puis en clin d'œil, je dirais que la philosophie aussi en tant qu'allié intemporel, on pourrait citer Nietzsche, ce qui ne tue pas rend plus fort, et on l'a vu avec les exemples d'entreprises qui se sont créées pendant les crises. J'en ai évoqué un certain nombre, et qui aujourd'hui sont des grandes multinationales. Et puis, lorsqu'on parle de préparation, je reciterai Sénèque, la chance n'est que la conjonction de la volonté et de circonstances favorables. Les circonstances favorables, elles tiennent au fait de se préparer, de forcer un peu cette chance pour être en mesure de saisir les opportunités. Voilà ce que je pouvais dire sur ce sujet. Comment gérer donc votre stratégie dans un monde plein d'incertitudes. Comment être offensif ou défensif. Voilà. Mes coordonnées à la fin. Et je vous propose de conclure ici et de prendre maintenant les questions.